analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. C'est bien l'heure de Sport Plus, votre émission de tous les mercredis sur Radio Djena. On évoque 3 sujets majeurs. Nous parlons d'abord des éperviers du Togo avec justement ces 2 matchs qui attendent Nibambe Daré et ses hommes. Que rechercher ou que recherche-t-on dans bien sûr ces 2 rendez-vous du Togo? On va poser la question à nos invités. On parle aussi bien sûr de la Fédération togolaise de football. Quel défi pour le nouveau patron de l'administration là-bas à la Fédération togolaise de football. Et puis Cannes, sinon CHAN 2024, Madagascar, un exemple à suivre. La question sera aussi à nos invités en studio. Franck Orokoti, directeur général de Africa Top Sport. C'est un site panafricain. Franck, bonjour. Latif, bonjour. Je salue tous ceux qui écoutent actuellement Dina. Et aussi Grégoire qui est également sur le plateau. Grégoire, justement, que vous annoncez. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena et joyeux anniversaire à Radio Djena. Merci, joyeux anniversaire également à vous. Vous savez, Grégoire est né le jour anniversaire de Radio Djena, sinon Radio Djena est né le jour anniversaire de Grégoire Atillon. Mais Grégoire est né avant Radio Djena. C'est ça. Donc Djena est né le jour anniversaire de Grégoire. Effectivement, joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent justement leur jour de naissance aujourd'hui. Djena qui est venu dans ce monde qui est très concurrentiel et que jusque-là Djena tient. Donc je crois qu'il faut jeter des fleurs à tous ceux qui ont pensé mettre en place cette structure, et parce que c'est une radio qui est très écoutée, même si elle se trouve, vous savez que la connexion n'est pas aussi bonne actuellement. Bien sûr. Mais elle est très écoutée, les gens sont toujours au rendez-vous. Cela veut dire que il y a un intérêt au niveau de Djena. Ce que vous faites ici intéresse beaucoup de monde. Bravo à vous qui travaillez ici. Et aussi, joyeux anniversaire à Grégoire Atillon. Merci beaucoup. Voilà. Oui, Grégoire Atillon qui a fêté bien et qui a prolongé sa fête aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 3. Oui, mais c'est la fête des Grégoire. Vous et Djena, vous avez fêté le 2. Voilà. Oui. Bon, Djena n'a pas fêté, mais Djena plutôt a travaillé. Djena a organisé une formation pour son personnel ce 2. Ça n'arrive pas tous les jours où le jour anniversaire d'une institution, on met le personnel sous recyclage, Grégoire. Oui, mais je crois que c'est plutôt une très bonne initiative dans la mesure où ça dépend de l'objectif que visent les responsables donc, de cette institution. Vous savez, Djena, on parle de Djena. Djena, c'est la langue togolaise, le mina, c'est le droit en français. Et donc ici, l'objectif au départ, c'est de donner donc la voix à ceux qui n'ont pas de voix. Quand on parle de Djena, on parle beaucoup plus des enfants, on parle beaucoup plus de la femme. Mais au-delà donc de cette thématique, qu'est le droit des enfants ou encore le droit des femmes, Djena fait autre chose, c'est-à-dire que Djena est dans le général. Et la preuve, nous sommes là pour parler donc du sport et Djena, et le sport occupe une grande partie également donc du programme justement donc de cette institution. Une fois encore, joyeux anniversaire et beaucoup de courage et surtout aux premiers responsables, à tout le personnel. Franck l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui suivent donc cette radio, une radio en ligne. Et quand vous faites aujourd'hui le constat, ce n'est pas pour flatter Radio Djena, mais on constate que pour ce qui concerne les radios en ligne, la première place revient quand même à Radio Djena qui répond et qui est toujours là au rendez-vous pour servir donc ses auditeurs ou encore ses internautes. Le programme est toujours là, chaque émission est toujours respectée, surtout avec sa tranche. On voit un peu ce qui se passe et au-delà justement donc de cette radio, il y a également des sites qui parlent du sport, qui parlent encore d'autres activités. Et je crois que c'est bien pour les internautes, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora, qui est toujours au parfait donc de tout ce qui se passe au Togo.
Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans vous, Djena ne pourra pas aussi être ce qu'il est. Djena n'a pas encore le niveau qu'il souhaite avoir, mais le petit niveau que Djena a aujourd'hui, c'est grâce à vous qui, en tout cas, venez apporter... Mais quand vous avez un enfant qui aujourd'hui... à 6 ans, vous voyez, déjà il doit être à la classe de CE1, CP2 ou CE1. C1, oui, le ministre Okoroko ne sera pas d'accord. CP2. CP2 c'est mieux. Oui, CP2 c'est voilà. mieux. C1, je sais qu'il y en a, oui, d'accord, mais voilà, voilà un peu. Donc Djena est au CP2. CP2. Donc, en tout cas, Radio Djena plutôt avance à petits pas, mais c'est des pas qui sont bien posés. Et quand on voit tout ce qui est organisé, c'est vrai que cette année, il n'y a pas le tournoi féminin, mais on sait pourquoi. C'est un peu comme Africa Top Sport également, qui est royalement installé, en tout cas, depuis que votre site est arrivé. Hein. Donc, vous êtes le directeur général. Oui, depuis 2012 que nous sommes là. Juste avant les Jeux Olympiques de Londres, qu'on est installé d'abord à Ouity. Après, on a fait un déménagement en 2016 ici dans le quartier de Djidjolé. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 12 ans, 13 ans que nous sommes là. Vous partagez le quartier avec Radio Djena. Oui, effectivement. Donc, nous avons fait un long chemin également. Ce n'est pas facile de commencer après... il y a eu des retours, des recettes et tout ça. Si on persévère un peu, il y a toujours des retombées, des positives, bien sûr, qui arrivent. Donc, c'est une question de persévérance et d'abnégation, surtout respecter le programme, comme l'a dit, être courageux, ne pas abandonner. Et à partir de là, être rigoureux. Voilà, rigoureux. C'est important de souligner cela. Et si Djena est un exemple, ou Africa Top Sport est un exemple, est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi parler de Madagascar, qui est un exemple, hein, lorsqu'on parle quand même des sélections, on évoque le Tchad, et Madagascar a joué cette finale, même si elle l'a perdue. Madagascar, qui n'est pas quand même un grand pays de football, mais qui essaye depuis un moment de faire de bonnes choses, Franck Olokoté. Mais écoutez, Latif Yurma, mais lorsque j'ai vu le jeu de Madagascar, lorsque j'ai vu les nations qu'ils ont sorties donc de cette compétition, je me dis, mais pourquoi le Togo traîne ? Parce que l'histoire du football africain nous fait savoir que le Togo est devant Madagascar. À un moment donné, si on demande à un joueur local, togolais ici, d'aller monnayer son talent donc dans ce pays, il va refuser. Bien sûr. Et combien de fois également Madagascar a eu un billet pour le CHAN, jusqu'à ravir la vedette aux grandes nations de football. Et aujourd'hui, si on veut comparer les deux nations, le Togo et Madagascar, mais on se dit qu'on est très loin. D'abord, on n'arrive pas à se qualifier pour le CHAN. Alors qu'on voit une certaine régularité au niveau donc, de ces nations-là. Oui. Même au niveau de la CAN. Hein. Et aussi, lorsqu'on s'est qualifié également pour le CHAN, mais on n'a pas franchi le premier tour. Bien sûr. Mais je me pose deux questions. Qu'est-ce que nous faisons jusqu'à ce que ces pays comme Madagascar et encore le Soudan, mais qui a développé également un football champagne lors de cette compétition, je me dis que durant tout ce moment-là, mais on n'a pas évolué. Si quelqu'un ou bien certaines personnes pensent qu'on n'a pas reculé et on est en place, mais je leur réponds, lorsque vous êtes sur place, lorsque les autres avancent, c'est que vous reculez. Donc aujourd'hui, vraiment, on a du boulot. On a du travail. Comme le dirait quelqu'un, franchement, voilà, que vous avez du pain sous la planche, hein, ce n'est pas sur la planche. Grégoire Atillon. Oui, vous parlez de Madagascar qui est arrivé en finale du championnat d'Afrique des Nations.
Et comment est-ce que cette équipe a été battue en finale? Difficilement d'ailleurs. C'était au tir au but. Non, tir au but. C'était pas un tir au but. C'était 3-2. 2 buts partout. Et il y a quelques secondes donc, de la fin, le Maroc a réussi à marquer son troisième but. Et Franck a parlé tout à l'heure du parcours de cette formation, de cette équipe-là durant cette compétition. Et ce n'est pas une surprise. Plutôt Madagascar est arrivé jusqu'en finale. Il faut savoir qu'il y a de cela 2 ans, cette équipe était arrivée en demi-finale. Et c'est la deuxième fois que Madagascar participe au championnat d'Afrique des Nations. La toute première fois que cette équipe est arrivée, elle est allée en demi-finale. Et pour la deuxième fois, elle est allée en finale. Ce qui veut dire que pour une troisième fois, cette équipe, pourquoi pas ne pas remporter cette compétition. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Écoutez, quand vous travaillez, j'ai l'impression que nous, ici, ce que nous faisons est que, oui, il suffit qu'on franchisse un pas et qu'on crie, oui, aujourd'hui on a essayé quelque chose, par après, on dégringole. Quand vous prenez l'équipe nationale Fanion, on a tout fait pour être qualifié pour la Coupe du Monde, mais depuis ce temps, où en est-on? Où est le Togo dans le classement FIFA? Et lorsque on prend les locaux, on était qualifié pour ce championnat d'Afrique des Nations-là au Cameroun, et par après, qu'est-ce qu'on est devenu? À chaque fois, on est éliminé. À chaque fois, on est éliminé à la porte de la qualification. Mais quel travail se fait dans les autres pays? Et quand on prend Madagascar, oui, on me dira que la majorité de cette équipe évolue également en équipe nationale et que Madagascar n'a pas aussi de joueurs expatriés. Mais quand on voit que oui, on a beaucoup plus de qualité sur le plan local, on va encore chercher quoi à l'extérieur? C'est un peu le problème qui se pose aujourd'hui. Si, après notre qualification, notre participation à ce championnat d'Afrique en 2021, si on avait respecté véritablement notre rang, je crois qu'aujourd'hui, les locaux allaient, pourquoi pas, damer les pions à ces joueurs-là que nous appelons joueurs internationaux. Parce que nous ne donnons pas de la valeur tout d'abord à notre championnat. C'est ce qui se fait. Écoutez, le Soudan, quel joueur sur le plan international? Le Soudan, quel joueur? C'est la même équipe qui va affronter le Togo très prochainement. Bien sûr. C'est les mêmes joueurs qui vont affronter le Togo. Et vous allez voir ce qui va se passer. On a vu le Soudan dans cette coupe. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le Soudan va malmener le Togo. Ah bon? Attends, mais vous avez vu cette équipe-là au Chan arriver jusqu'en demi-finale. Oui, mais ça, c'était le Chan. Mais ici, c'est les joueurs de la CAN. Attends, le Libéria qui a battu le Togo entre-temps là, le Libéria, quel joueur? La Mauritanie qui est venue tenir en échec le Togo ici là, la Mauritanie, à quel joueur? Le Soudan du Sud, à quel joueur? Mais c'est les mêmes joueurs, non? C'est les mêmes joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que le Togo se trompe de chemin en misant des fois beaucoup plus sur... on parle des binationaux et en peut-être ne donnant pas tellement de valeur à son championnat local? Non, mais je pense que sur cette question, jusque-là, parce que lorsqu'on parle de la sélection, ce sont des joueurs en forme du moment. Est-ce qu'on a, c'est-à-dire ces joueurs locaux qui ont ce niveau-là de ces binationaux-là? Je pense jusqu'à cet instant que non. On ne peut faire que ça parce qu'on n'a pas cette formation adéquate au niveau donc de nos joueurs. On n'a pas également un championnat compétitif. Alors, justement, quand vous parlez de championnat compétitif, Madagascar a quel championnat? Madagascar a quel championnat? Madagascar a quelle formation au niveau des joueurs? Parce que pour que le championnat soit compétitif, il va falloir avoir des joueurs valeureux, de très bonne qualité. Est-ce qu'on a des joueurs de très bonne qualité? À la fin du championnat de cette saison, combien de joueurs on a vendu à l'extérieur? Quand on parle de championnat compétitif... Bon, des fois, ceux qui vendent ne communiquent pas. On ne peut pas avoir de l'argent et communiquer qu'on a de l'argent. Non, actuellement, tout est au vu et au su de tout le monde. Moi, je dis que lorsqu'on parle de championnat compétitif, c'est un tout, un ensemble. Parce que, pas seulement le joueur, mais également au niveau de la communication, au niveau de la visibilité. Est-ce qu'on met en place tout ça par rapport à un joueur qui... Est-ce qu'on a même, ce que je dis, un objectif par rapport à nos joueurs? Est-ce qu'on sait comment voir un talent, détecter justement un talent dans un joueur? Ça, c'est le travail des techniciens. Des techniciens. Est-ce que les techniciens sont formés? On n'en a pas. Est-ce que les techniciens sont formés actuellement? Quelle formation on a au niveau des techniciens?
pour détecter un joueur. Écoutez, lorsqu'on va sur les matchs, quand vous regardez d'ailleurs le profil des joueurs togolais, d'accord, ça ne ressemble pas véritablement, excusez-moi, à un joueur. D'accord. D'abord, le profil du joueur, le caractère du joueur sur le terrain, le profil du gardien même. Moi, je dis, aujourd'hui, tout est là sur Internet, il ne faut pas chercher loin. Aujourd'hui, un gardien international doit avoir 1m90 au moins. Si nous promenons nos regards, est-ce qu'on a un gardien titulaire dans nos sélections qui a 1m90? Non. Cela veut dire que la détection, même d'un gardien, cette caractéristique-là, on l'a déjà. Même d'un gardien, on n'en a pas. De la sélection des cadets jusqu'à la sélection des seniors, on n'en a pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un technicien n'a pas pu détecter cette qualité-là, cette qualité première d'un gardien international dans des joueurs que nous avons. Si un gardien a 1m90 et que l'autre a 1m80 et que celui qui a 1m80 est mieux que celui qui a 1m90. Pas mieux. C'est pour cela que je parle des cadets, par exemple. C'est-à-dire que ça commence par là. À partir de là, on voit la morphologie, la première qualité au niveau des cadets. Et puis, on suit le gardien. On le forme dans ses déplacements, dans ses plongeons. Donc, il va arriver. Donc, c'est un peu ça. C'est un travail depuis la base. C'est un peu un travail lorsqu'on atteint un niveau déjà assez élevé. Donc, je pense qu'on n'a pas encore ces entraîneurs, ces techniciens qui peuvent détecter ces qualités-là au niveau des joueurs. Je viens de donner un exemple. L'autre exemple, par exemple, au niveau de la ligne défensive. Est-ce que le joueur que nous avons a également, parce que la dernière fois, il y a quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un manager qui est en Europe, un Européen, qui m'a demandé un défenseur. C'est-à-dire que de lui proposer des défenseurs. Vous êtes manager aussi? Non, on peut vous demander de proposer. Non, c'est un manager qui demande, bon, est-ce que vous avez des joueurs, des défenseurs, tout ça? Vous n'êtes pas manager. Moi, je peux mettre intermédiaire, si on peut le dire. C'est-à-dire que mettre en relation les deux. Vous êtes journaliste intermédiaire. Non, pas journaliste intermédiaire, mais intermédiaire entre les managers et un joueur. Vous êtes journaliste et intermédiaire entre les joueurs. Oui, si on peut le dire. Donc, à partir de là, moi, j'ai proposé ce que nous avons. Quand on prend la sélection locale, j'ai proposé ceux-là. Mais on me dit, mais vous n'avez pas cette qualité-là où un défenseur doit être d'abord, ça dit que géant et tout ça, parce que c'est lui le dernier rempart. Bien sûr. Donc, à partir de là, est-ce qu'on en a? On n'en a pas. Est-ce qu'on en a? On n'en a pas. Le seul joueur de cette trempe, et aussi qui n'a pas encore 20 ans ou bien dans cette tranche d'âge, c'est ce joueur qu'on a au niveau de OTA. J'oublie un peu son nom. Vous voulez parler de Dotier? Et c'est tout. Mathieu Dotier, et c'est tout. Et je l'ai proposé parce que c'est ce que nous avons. Donc c'est pour cela que je dis, dans la détection de joueurs, c'est-à-dire que sur cette ligne, par exemple, on doit avoir dans les détections, ceux qui font des détections partout. C'est-à-dire que deux jours auparavant déjà, j'ai vu le ministère qui a ouvert des détections. J'ai vu également des centres qui ont ouvert des détections et tout ça. Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils maîtrisent vraiment les paramètres pour détecter justement les qualités d'un joueur? C'est ce que moi je dis. D'abord, il faut former ces gens-là, et ce sont là qui vont, ces gens-là qui vont maintenant les détecter. D'abord détecter, et puis il faut reconnaître aussi qu'en réalité, il doit y avoir séparation de rôle. Quelqu'un peut être détecteur, mais il n'est pas formateur. Effectivement. Voilà, quelqu'un peut avoir la qualité de détecter, mais quelqu'un d'autre a la qualité de former. Quelqu'un peut être détecteur et formateur. Voilà. Quelqu'un peut avoir en même temps on va finir avec vous sur ce que moi je remarque, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il suffit seulement qu'on franchisse un pas et qu'on se croit déjà au-dessus des autres, mais par après on regresse. Quand vous prenez un Qui l'a fait? Non, mais je parle du Togo. Je parle du Togo. Le Togo a franchi quel pas? Attends, on était au Chan. Oui. Mais par après, qu'est-ce qu'on est devenu? Chan 2020, mais joué en 2021 parce qu'il y avait eu Covid. Mais
quand on écoute tout le développement de Franck, les qualités, tout ça là, mais qu'est-ce qui avait justement permis au Togo d'aller à ce CHAN? Il faut tout d'abord une volonté. Il faut une volonté de la part tout d'abord des dirigeants. Il faut aussi une volonté de la part des acteurs, c'est-à-dire les joueurs, le staff technique. On a senti cette volonté-là au niveau du staff technique, dirigé à l'époque par Jean-Paul Abalo. Mais attends, il n'est pas donné à n'importe quelle équipe de battre le Nigeria. Bien sûr. Mais le Togo l'a fait. Le Nigeria, quand on parle de la sélection locale, le Nigeria sort des joueurs, tout comme les pays maghrébins ou encore les pays de l'Afrique centrale. Le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, sort beaucoup plus de joueurs. Et on sait que le Nigeria, quand le Nigeria sort une équipe aujourd'hui, demain vous n'allez plus retrouver les mêmes joueurs. Parce que une saison passée, ces joueurs-là se retrouvent hors du continent africain. Et donc le Nigeria, chaque saison, sort des joueurs. Le Togo a réussi quand même à battre cette équipe. Pourquoi est-ce que depuis là... Peut-être que c'était accidentel. Puisque quand vous faites un exploit que vous n'arrivez pas à récidiver l'exploit, c'est parce ça que suppose que voilà. Tout ce que Franck vient de dire, je crois qu'il y a cela qui manque. Il faut pas avoir peur des mots, ça commence par les dirigeants. Ceux qui nous dirigent. Quand vous parlez de dirigeants, vous parlez mais je parle de la fédération, je parle du ministère, je parle de l'État. Il faut une volonté politique. Oui, vous l'avez essayé une fois. Mais pourquoi ne pas rester donc si des joueurs qui doivent avoir 1m90. Oui, je ne refuse pas. L'État n'a qu'à faire quoi pour il faut une politique. Vous avez parlé tout à l'heure de Madagascar, qui a déjà participé à une première édition. Ils sont arrivés en demi-finale. Une deuxième participation, ils sont arrivés en finale. Mais c'est parce qu'il y a un travail. Il y a une volonté quelque part. Donc et ici, cette volonté, le Togo ne travaille pas. Non, mais nous ne travaillons. Pourquoi notre championnat? Il a parlé de le niveau de notre championnat. Il faut vendre ce championnat-là. C'est vrai que Madagascar n'a pas un championnat élevé. Mais où est-ce qu'on sort ces joueurs-là qui participent à cette compétition? À l'écoute de Radio Djena dans Sport Plus, après, bien sûr, Madagascar qui aujourd'hui fait l'unanimité, on va évoquer les éperviers du Togo. Le Togo joue au Madagascar, joue la Mauritanie, avant de jouer le Soudan à Lomé. Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans ces deux matchs, Franck Orokoti? Je pense tout simplement qu'il faut rechercher l'équilibre, parce que nous avons connu des déboires, des matchs complètement ratés, ce qui nous a causé en tout cas, je dirais notre absence pour la prochaine CAN. Aujourd'hui, comme Grégoire l'a souligné en filigrane, il a dit que le Libéria a damé les pions au Togo. Après cela, c'était douloureux. On a senti que les vestiaires n'étaient plus ce qu'ils devaient être. Il y a également un petit problème entre le staff technique et les joueurs. Dans la sélection togolaise. Oui, à un moment donné, et même si ça n'a pas fait tellement de bruit, on a eu quand même ce vent-là qui nous dit que ce n'est pas la sérénité. Donc, moi, je dis qu'il faut chercher l'équilibre, parce que nous avons 4 points et nous avons 2 matchs. C'est vrai que mathématiquement, le Togo n'est pas éliminé. Mais je crois en toute sincérité que ça serait difficile donc d'avoir un billet pour la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut chercher un équilibre. Du moment où également, pour la journée FIFA précédente, le Togo était absent. On nous a dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de moyens, mais je crois que c'est parce que tout simplement, il n'y avait pas un objectif pressant qui peut... Ça nous rappelle, c'est la Guinée aussi, non? Oui. Qui a refusé... On parler de gaspillage. Voilà. Donc c'est pour cela que moi je crois qu'on n'a pas fait justement cette journée FIFA. Donc je pense qu'il faut chercher de l'équilibre, gagner. Alors qu'on aurait pu la jouer, non, cette journée FIFA, pour commencer à chercher cet équilibre-là dont vous parlez. Non, c'est tout simplement parce que ça a été difficile pour le staff après cette élimination du Togo. Et ça a été difficile également pour tout le monde, les journalistes, la fédération, le ministère, tout ça, tout le monde était mécontent. Donc jouer en même temps une journée FIFA, ça sera compliqué. Donc de convaincre justement l'État de débourser de l'argent. Donc l'État était fâché. Voilà, donc tout le monde pratiquement. Latif. Non, mais moi je n'étais pas
pour le fait que l'État ne sorte pas l'argent. Non. Voilà. Non. Est-ce que vous n'étiez pas fâché du résultat? Oui. Oui, c'est ce que je dis. Comment faire pour aller trouver autre résultat? C'est pour cela que je dis aujourd'hui, il faut ramener tout le monde autour donc de ce ballon, autour de cette sélection, chercher un équilibre, gagner un match dans les deux, donc pour avoir cet engouement toujours qui est toujours autour des épreuves. Oui, Latif, je voudrais comprendre ce que Franck dit. C'est vrai, quand il faut aller à la guerre, il faut préparer la guerre. On sait que c'est dans ce pays, le Togo ne gagnait pas, mais on jouait quand même les matchs, les journées FIFA. Sur 5 années, je crois qu'on a joué quand même les journées FIFA, au temps de Claude Leroy. Il faut, je l'ai dit, il faut une volonté. Vous avez joué, mais vous ne gagnez pas. On ne gagnait pas. C'est pour ça pourquoi l'État ne veut plus continuer. Non, mais on ne gagnait pas, mais on jouait quand même les matchs FIFA. Il faut quand même rester quand même dans ce sillage. Vous ne continuez pas à jouer. Oui, moi ce que moi je dis, j'ai parlé tout à l'heure de volonté. C'est ça aussi. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la volonté au niveau des supérieurs, ça rejaillit sur l'équipe. On voit qu'il y a un manque de confiance au niveau donc de ces dirigeants-là envers même l'équipe. On ne croit plus à cette équipe-là. Mais moi, je crois qu'on avait quand même la possibilité de jouer cette journée FIFA pouvait quand même permettre également au staff technique qui aussi ne connaissait pas tellement l'équipe-là d'avoir une idée maintenant sur ces joueurs. Franck dit qu'il faut chercher l'équilibre. Je me dis, est-ce que c'est à travers ces matchs des éliminatoires qu'il faut chercher l'équilibre dans la mesure où chacun veut avoir des résultats? On sait ce que... D'accord. Dans ce cas, vous voulez qu'il recherche quoi? Franck, lui, pense qu'il faut chercher l'équilibre. Moi, je ne dis pas qu'il faut chercher la qualification pour la Coupe du Monde. Ça, il faut l'écarter. Il faut écarter cette option-là. Il faut maintenant rechercher à reconstruire cette équipe-là. Mais c'est de cet équilibre qu'il parle. Il faut rechercher à reconstruire cette équipe, mais je crois que ça doit aussi passer par des matchs amicaux, parce qu'il y a des joueurs que ce n'est pas sur ces matchs-là que le sélectionneur va commencer par tester certains joueurs. Mais pourquoi pas? Cette liste aujourd'hui, il peut le faire. Sur cette liste aujourd'hui, qui sont les nouveaux qu'il a appelés? C'est des joueurs. Ça aussi, c'est un autre débat. C'est des retours. C'est des joueurs qui, entre-temps, n'étaient plus appelés en sélection, qui sont revenus. Et plus les anciens qui sont toujours là. Voilà, alors que les journées FIFA sont quand même organisées justement pour tester ces nouveaux joueurs. Vous avez évoqué un cas tout à l'heure parlant de binationaux. Écoutez, moi, je n'ai rien contre ces joueurs-là. Mais quand on veut nous amener un binational, qu'on sente que véritablement quand il sera là, il a apporté. Aujourd'hui, nous avons vu des binationaux qui ont apporté à cette équipe nationale. Je donne toujours l'exemple d'Alexis Romao. Oui, il y a aussi les frères Haïté qui ont apporté Dosevi, Serge Gakpe et Serge Akapo, les frères Dosevi aussi ont apporté. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous apporte là, ce qu'on nous amène, ils apportent quel résultat? À peine on commence, vous allez voir, le gars ne se donne pas tellement à fond, alors qu'avant, a dit qu'on sent que oui, qu'on a porté le maillot des éperviers, on se donne à fond. C'est ce qui manque aujourd'hui à cette équipe-là. Il y a quelque chose qui manque, il y a l'âme qui manque véritablement à cette équipe, et on sent que les autres ne se donnent pas à fond. Attends, quand vous travaillez en équipe, vous êtes en équipe, il faut travailler en équipe. Mais quand vous sentez que certains ne se donnent pas à fond, on sent également la paresse à d'autres niveaux. Écoutez, quand les attaquants trouvent des occasions et qu'ils ne les mettent pas au fond, ce ne sont pas les défenseurs qui viendront marquer à la place des attaquants. Parce que nos défenseurs, tout d'abord, ne montent pas. Combien de défenseurs nous avons? Quels défenseurs géants nous avons aujourd'hui en équipe nationale? Et qui, quand on a une balle arrêtée ou les corners, les coups francs... Les Boateng ne sont pas quand même mauvais. Combien de fois les Boateng jouent? Ils sont... Combien de fois c'est pas aussi totalement d'accord par rapport donc à ça, mais plutôt moi je dis que tout simplement, là où je suis d'accord avec vous, c'est que vous disiez en tant que il n'y avait pas une âme, d'accord. Là je suis d'accord, parce que en ce moment, lorsqu'on parle de Serge et tout ça, c'est parce que, excusez-moi, il y avait un certain Adebayor qui était l'âme de l'équipe. Aujourd'hui, si on confiait la clé donc de cette sélection à quelqu'un qui a été formé ici au Togo, donc qui a vu, d'accord, des difficultés avant de partir, et qui s'est fait un nom là où il est allé et revenir
pour jouer un match de la sélection, ça sera différent. Mais il y a Dieng. Il y a Dieng qui a ce profil-là. Qui a ce profil. Dieng l'a fait. Mais vous savez que pour le football, à un moment donné, le corps relâche. C'est plus la même jeunesse au niveau donc de Dieng. Dieng l'a fait. C'est pour cela que je dis, ceux qui sont... Moi, je comprends Grégoire. Les binationaux, par exemple, c'est parce qu'ils ne comprennent pas... C'est-à-dire, si... Ou bien la victoire, ce que donne la victoire aux Togolais, à sa famille d'abord. À leur famille d'abord. D'abord, quand ils viennent, ils savent chanter l'hymne. Non seulement ça, parce que c'est un autre cas. Ils n'ont pas forcément une famille ici. Parce qu'une famille qui vient regarder ton match, on te dit que tu es la star et que tu viens pour jouer pour ton équipe nationale. Quand tu fais perdre ton équipe, c'est la famille. C'est ton village et ta famille. C'est la famille. Et tes amis. Par exemple, ceux-là, s'ils viennent, ils ont quelle famille? Ils ont quel ami? Ils sont dans quoi? Est-ce qu'ils peuvent dire, ils ne connaissent pas totalement, excusez-moi encore une fois, le mai. Quand ils finissent le match à 17h, ils repartent en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres programmes. Alors que, par exemple, Emmanuel Adebayor, il sait que, attention, c'est qu'on est copain. Il sait qu'il a une famille. Il sait qu'il joue pour une nation parce que tout le monde l'a vu grandir ici avant donc de partir et s'est fait un nom ailleurs. Même Agassak aussi, il se dit, mais attention, le ballon ne doit pas rentrer. Il a appris beaucoup de choses. Comment, justement, on gagne un match, on souffre ici en Afrique et tout ça. Donc, avant de partir, donc ils savent. Mais ceux-là qu'on donne la clé donc de la sélection, ils ne comprennent pas cette valeur donc de gagner un match pour la sélection, pour sa famille. Donc c'est différent. Pas qu'ils ne sont pas bons. S'ils n'étaient pas bons, c'est qu'ils n'auront pas de place. Maintenant, il y a la rigueur là-bas. Ils n'auront pas de place. Bon, c'est quand vous gagnez. Hein. Ce n'est pas quand non, dans leur club, par exemple. S'ils n'étaient pas bons, ils sont bons en club. Mais ils sont mauvais en sélection. C'est-à-dire tout simplement, il y a cette différence-là entre club et sélection, surtout club, c'est-à-dire européen, et sélection en Afrique. C'est-à-dire il faut gagner pour sa famille, il faut gagner pour sa nation. Est-ce que les autres pays n'ont pas compris cela? Parce que tout ce que vous avez dit, c'est pertinent. D'accord. Quand vous avez un binational qui... n'a pas de racines, n'a pas de fibres. Alors, à quoi bon de l'amener si même quand on dit vainquons ou mourons, mais dans la dignité, lui ne sait même pas de quoi il s'agit. Écoutez, moi je crois que je parlerai toujours de la volonté. Vous prenez un joueur comme Sébastien Haller de la Côte d'Ivoire. Écoutez, Sébastien Haller, c'est un binational qui a été détecté, qui est amené en équipe nationale. Mais est-ce qu'il n'apporte pas aux éléphants? Il apporte le but, le deuxième but ivoirien à la finale face au Nigeria. C'est Sébastien Haller qui l'a marqué. Donc, je crois qu'il faut une volonté de la part de tout le monde. Je persiste là-dessus, j'insiste là-dessus. Il faut que ces binationaux-là aussi se donnent à fond. Déjà, quand vous acceptez, quand tu acceptes venir défendre les couleurs d'une nation, écoutez, Bradley Barcola, c'est vrai, il est né en France, il joue, mais... Il sait qu'il est togolais. Et il joue pour la France. Il se donne. Parce qu'il veut quand même toujours garder sa place. Il a dit une fois qu'il sait qu'il est togolais. Vous avez discuté un jour. Attends, il est togolais d'origine. Il pose des drapeaux lorsque le Togo joue des fois. Il soutient des drapeaux. Il est d'origine togolaise. Mais quand il joue pour la France, on le voit se donner sur le terrain. Il veut même se tuer pour la France sur le terrain. Mais ceux-là aussi, qui peut-être, oui, ils ont d'autres nationalités, mais qui sont d'origine togolaise. Mais quand vous acceptez, vous dites que vous êtes togolais, que vous acceptez porter le maillot, je crois que il faut aussi se donner, se tuer pour cette nation-là. Les préalables qui sont faits. Oui, ce que je voulais dire ici. Vous détectez ces binationaux, quels sont ces préalables? Quel discours on tient à ces joueurs-là? D'abord, il faut remettre la clé de la sélection à quelqu'un qui est formé ici et qui fait ses preuves donc en Europe. Donc quand on donne la clé, les là-bas, les placards, les jeans, c'est à eux maintenant. Donc il faut remettre la clé donc de la sélection. Est-ce qu'on ne leur a pas remis la clé? Parce qu'à un moment donné, lorsque vous amenez des binationaux, et d'abord avant de les faire venir au Togo et tout ça, donc eux aussi posent des conditions. Bien sûr. Donc là, vous êtes staff, vous cédez un peu. Ils arrivent, ils doivent être titulaires. Attention, Dieng à un moment donné a été décalé à gauche.
on a remis Boateng et Omao. Mais maintenant, c'est ça. À un moment donné, il faut remettre la clé à ceux qui sont formés ici. C'est ce que je dis sur le terrain, ça ne se voit pas. À un moment donné, là-bas, par exemple, a été entre griffes et écarté. Bien sûr. Donc, c'est ce que je dis. Il faut remettre justement. C'est pour cela que, même la dernière fois, lorsque moi, j'ai fait un petit commentaire dans un groupe, lorsque justement on a convoqué l'autre qui a signé en Arabie Saoudite la dernière fois en 2e division, il a fait le Nigeria avant donc de partir. Et je disais que non, à un moment donné, il faut aider les joueurs en sélection. Vous parlez de Franck Mawena. Oui, il faut aider les joueurs en sélection. Parce que tout simplement, c'est une confirmation pour lui que cette convocation, le staff technique togolais tient donc à ce jour, à cette qualité. Donc, à partir de là, ils savent que, attention, donc il est voulu donc, au Togo. Donc, on doit également le considérer dans notre club. Il faut connaître les rouages d'une sélection. Pourquoi justement on doit faire ceci? Pourquoi on doit poser cette base-là? Donc à partir de là, vous remettez c'est-à-dire le train en marche. Et alors là, on va gagner. Donc si on arrive donc à voir, à comprendre justement le football, comme on le fait au niveau du Sénégal, comme on est en train donc de faire au niveau du Ghana, dans les autres pays, donc si on comprend tout ça, je crois qu'on n'aura pas toutes ces difficultés. C'est pour cela que d'ailleurs, on est donc... Quand on allait prendre ce staff local, on se disait que les techniciens européens qui arrivent là ne comprennent pas la situation. C'est pour cela qu'on n'arrivait pas à gagner. Maintenant, on a fait confiance. Justement, donc, il faut comprendre tout ça. Donc, et savoir mettre les choses en place. Pour que nous puissions avoir de victoires pour ces 2 matchs, Mauritanie, Togo et puis Togo-Soudan. L'attitude, en tout cas, des éperviers, l'attitude du staff et de tout le monde. Toujours à l'écoute de Radio Djena dans Sport Plus. On évoque le dernier sujet. La Fédération togolaise de football a nommé un nouveau secrétaire général à la tête de son administration. Maurice Mana Palanga arrive et prend la place donc de Hervé Tété Agbodan. Pourquoi? Vous avez compris quoi, chers confrères? C'est la fédération qui a choisi, qui a fait le choix donc de changer son secrétaire général. Ils l'ont dit dans la note que la fédération a sortie pour la réorganisation. Je voudrais c'est-à-dire que vous reprenez les prendre au mot. Voilà, la réorganisation donc de la Fédération togolaise de football, et on parle également de transition. Donc elle était désorganisée. Je ne sais pas. Et on parle également de transition. Ce qui veut dire que c'est une nomination transitoire. Mana Palanga est là pour un temps, ou bien c'est le comité exécutif qui est là pour une période donnée. Parce qu'on sait qu'il y a de cela 2 ans, je crois bien, 1 an, le bureau, le nouveau comité exécutif a été mis en place. Ce qui veut dire qu'Akpovi a encore 3 ans à faire, 4 ans, oui. Il finit en 2028. En 2028. Oui. Et donc, ce qui veut dire qu'il y aura un bureau. Mais quand on parle de transition, je ne sais pas si le mandat du colonel Akpovi sera écourté. On parle de réorganisation. Je ne sais pas s'il y aura une nouvelle tête à la... Vous essayez de comprendre... Oui, parce que les mots, on parle de transition, on parle de réorganisation. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si on doit parler de réorganisation, c'était au premier mandat. C'était au premier mandat quand Akpovi a été élu, il n'y a pas eu réorganisation. Mieux vaut tard que jamais, il ne l'a pas fait. Mieux vaut tard que mandat, il ne l'a pas fait. Et c'est maintenant dans le 3e mandat, le 3e et dernier mandat d'Akpovi qui peut organiser pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Donc moi je crois que ou soit il y a quelque chose qu'on nous cache, ou soit on ne nous dit pas la vérité. Réorganisation, transition... Ces mots sont lourds de sens. Oui, effectivement, lorsqu'on regarde un peu la correspondance ou bien le communiqué qui fait office donc de nomination de notre doyen, on peut le dire, oui. Patriarche. Le patriarche. C'est notre doyen, c'est notre papa. Voilà. Mana Palanga, moi je dis que il faut réfléchir 2-3 fois. Mais moi, je ne veux pas considérer tout ça. Je suis allé sur cette idée que
D'abord, celui qu'on a nommé Mana Palanga, parce que j'ai fait un peu avec lui, avec le Tour du Togo plusieurs fois. Donc, oui. Donc, plusieurs fois. Il est animateur d'événements, il a dit dans son CV, et donc particulièrement le Tour. Donc, on a fait, la dernière fois en mai seulement, on a fait 10 jours ensemble, lui et moi. Donc, je connais un peu la pertinence donc, de ce monsieur, la rigueur. Lorsque vous finissez, par exemple, d'établir les maillots, par exemple, je suis sûr, au niveau du vélo, et qu'il a déjà arrêté ce qu'il doit dire, vous revenez avec un autre changement, il refuse carrément. Donc d'abord, la personne est rigoureuse envers elle-même, et il est pertinent dans ce qu'il fait. Il dit que c'est ce que vous voulez que je fasse. Si vous acceptez, donc vous clôturez quoi. Ça dit que vous clôturez le dossier. Donc je comprends que on a une personne de qualité, même si c'est un patriarche. On a quelqu'un de qualité, on a quelqu'un qui est rigoureux. Maintenant, quand je pense de l'autre côté, ça dit que celui qu'on a changé tout à l'heure, je me dis Hervé Agbeta, c'est quelqu'un qui est aussi pertinent dans ces choses. Il dit les choses telles qu'elles sont. Mais de l'autre côté, je me dis que c'est lui qui a traité plusieurs dossiers, notamment le centre technique, notamment la réinstallation donc de ce nouveau bureau, notamment les dossiers, le championnat et tout ça. Je me dis, mais si c'est ça, donc cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est-à-dire que Grégoire a dit, quand on parle de réorganisation, de transition et tout ça, donc cela veut dire qu'il y a un manque je constate, quand on s'arrête sur réorganisation, j'ai posé la question, vous n'avez pas, est-ce qu'il y avait du désordre à la fédération togolaise? Non, mais c'est à la fédération de le dire. Non, moi je n'ai pas invité la fédération ici. Moi je pose la question à mes invités. Oui, je suis sur le chemin. C'est pour cela que je dis que c'est le patron de l'administration. Il était le patron de l'administration. Il a traité plusieurs sujets, dossiers, tout ça. Bon, moi, j'ai fait un petit tour à Bavé la dernière fois. Bien sûr. Pour regarder, parce que c'est ma première fois. Vous êtes allé seul. Est-ce que vous avez demandé la permission avant d'aller? Comme tous les villageois. Donc, ils vont pour visiter, voilà, comme ça. Ouais. Mais je me suis dit, mais c'est ce qu'on a installé. Ou bien je promets mon regard pour dicter. On a eu à jouer. On nous a montré des scores et tout ça, qu'il y a eu des oppositions. Et je me dis, mais où est-ce qu'ils étaient pour mettre les chaussures? C'est-à-dire que les joueurs là qui étaient arrivés, ils étaient où? Pour mettre les chaussures. Oui, pour s'habiller, pour mettre les équipements. Avant de jouer. Autrement dit, rien n'est fait concrètement. Oui, parce que normalement, sur ce projet, est-ce que déjà on a un cas qui est réalisé? Non. Jusqu'à ce qu'on inaugure et qu'on en fasse une communication, tout ça. Non, mais je dis non, mais il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas. C'est pas par rapport donc au départ ou bien à ce changement. Il y a également ce dossier Étoile filante, Gomido, Aknou. Donc le doyen Mana est venu pour régler ce dossier. Réorganiser, c'est ce que le communiqué a dit. Pour la transition, c'est ce que le communiqué a dit. C'est pas ce que Grégoire a voulu dire dans ces choses, mais c'est le communiqué. Il s'est fié donc. Avant de parler de transition, au niveau justement de cette supposée réorganisation, il y a un championnat qui est terminé, qui n'a toujours pas un classement. On ne connaît pas encore le classement. D'accord. Alors, Mana Palanga est venu pour sortir le classement? Non. Est-ce que c'est à Mana de sortir le classement? Mana ne fait pas partie de la commission d'organisation, commission d'homologation de qualification. Vous dites qu'il est le patron de l'administration. Mais le nouveau patron. Il a pris fonction le 1er septembre. C'est pourquoi moi je ne comprends pas ce qu'on met dans le mot réorganisation. Mais en principe, quand il vient pour la suite, ce que faisait déjà Hervé. Il vient
terminer peut-être la mission de Hervé. Mais quand on parle de réorganisation, je me dis que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Peut-être que la fédération même ne maîtrise pas le nombre de réorganisation, même la fédération. Ou soit, excusez-moi, ou soit il y a une main quelque part qui décide. C'est-à-dire, je dis on parle de n'importe quoi. On parle de la FTF. Oui, on parle de la FTF. Si c'est cette même FTF qui a nommé, qui met la main. Attends, Latif, j'en viens. Comment vous l'appelez déjà? Si c'est Latif, si c'est le colonel Akpovi qui a nommé Hervé Aboudan comme secrétaire général. Et aujourd'hui, le travail se poursuit. Je ne pense pas que déjà au niveau du comité exécutif, on s'est déjà battu, on dit non, que Hervé ne fait pas bien, Hervé fait si, Hervé fait ça. Hervé n'était pas mauvais. Oui, je ne dis pas qu'au niveau du comité, était pertinent. On a soulevé un problème entre Hervé et le comité exécutif. Et s'il y avait également un problème... Et donc, vous avez été surpris par cette... Sincèrement, c'est pourquoi je dis qu'il y a, ou soit on ne nous dit pas la vérité, ou soit la décision est venue d'ailleurs, imposée à la fédération, et la fédération... C'est la FIFA qui a demandé, ou comment? Est-ce que c'est à la FIFA qui demande à la fédération de nommer un secrétaire? Non, mais c'est la FIFA qui finance les fédérations. Oui. C'est la FIFA qui... où vous parlez de quel ailleurs? Latif, regardez la manière dont les choses ont été faites. On nous annonce que Hervé Aboudan ne sera plus secrétaire général. Il n'y a pas eu d'appel à candidature. On annonce dans l'immédiat la nomination de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a eu appel à candidature? Avant que Hervé Tété Aboudan ne prenne ce secrétariat, il y avait eu appel à candidature. Excusez-moi, après le décès de Chris Daké. Il n'y a pas eu appel à candidature. On dit qu'Hervé... Tout est allé très vite. Ça dit qu'on nous dit dans la journée que Hervé Aboudan ne sera plus secrétaire général et dans la soirée, il y a une décision qui sort. Ça ressemble à des coups d'État politiques. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a que peut-être il y a une main quelque part ou bien la décision a été prise quelque part, imposée à la fédération et la fédération était obligée. Écoutez, on peut parler de main politique. Quelque part aussi, Grégoire a pu trouver cette réponse-là qu'on cherchait. Laquelle? Transitoire, ça dit que la transition. Quand on parle de transition, on nomme en même temps et puis après on fait appel à candidature. Parce qu'il y a deux expressions aujourd'hui qui font débat, la réorganisation et puis la transition. Alors, quand on parle de transition, c'est qu'on a rompu avec. Voilà. Maintenant, qui transite qui ou bien non, quand on parle de transition, c'est un peu l'intermédiaire entre peut-être l'ancien et le nouveau. Oui. Donc c'est ça la qui a quitté la fédération pour qu'on parle de transition? Non, quitter son poste. Hervé n'a pas quitté son poste, mais on a obligé Hervé à quitter son poste. Quand on change quelqu'un, c'est qu'on l'a changé. Maintenant, pourquoi on parle de transition? C'est pour cela que moi, au fait, quand je vois tout ça, c'est que il y a des dossiers qui sont pendant. Donc, par exemple, ce classement, il doit travailler là-dessus. Mais est-ce que la faute provient d'Hervé? Lui sera là pour publier. Est-ce que la commission de qualification d'homologation doit finir ce travail et lui rendre compte. Et c'est à lui de rendre public maintenant. Justement, l'ancien n'avait pas publié. Et que c'est lui qui doit... Écoutez, ne pensez pas que Mana Palanga viendra donner le classement de lui-même. Le classement. Eh bien, le classement aussi ne viendra pas d'ailleurs. On va lui demander de donner. Non, plutôt, il va écouter les gens. Ou bien il va leur dire, mais écoutez, il est temps de donner... Il peut les interpeller. Oui, de dire, il est le patron de l'administration. C'est ce que fait. Il leur dit, mais écoutez, on doit donner le classement. Je veux le classement. Ce sont 12 heures. Il peut le faire. Voilà. Donc c'est lui le patron, c'est ce que je dis. Peut-être que Hervé n'a pas pu le faire. Oui, est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ça? Non, il n'a pas fait ça. Moi, ce n'est pas la première fois qu'à la fin d'une saison, il y a toujours ce problème de classement. Mais celui-ci, attends, le classement de la fin de la saison dernière, quand est-ce qu'on a donné ça? C'était à la veille du démarrage du championnat. Quand est-ce que c'est Massu a su qu'il jouera la deuxième division? C'est différente. Non, mais ce n'est pas deux choses différentes. Il savait son classement.
C'est moi qui ne savais pas si voilà. c'est 4 ou 2 qui vont tomber. Voilà. Ça, c'est différent. Oui, mais Latif, ici, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a un problème qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir le classement. Et le problème d'étoile filante Gomidou Akmou qui est là, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir le classement. Mais il faut attendre des saisons. Et la faute ne provient pas d'Hervé. Ce n'est pas à Hervé d'aller intimer l'autre à qui que ce soit. Non, mais donnez-moi le classement. Tant que la commission chargée de régler le problème n'a pas réglé le conflit, Hervé ne va pas. Dans ce cas, et ça sera la même chose pour Mana. Dans ce cas, Mana, je vous dis que Mana ne peut pas exiger à la fédération bien la commission de recours ou à la commission de l'innovation de lui donner. Oui, Latif. Dans ce cas, Mana Palanga est venu faire quoi à la fédération? C'est ce que nous tous nous cherchons à savoir. Quand on parle de réorganisation et quand on parle de transition, je dis mais la fédération, pourquoi on met réorganisation dans ce communiqué-là? Et on parle de transition. Est-ce que Akpovi ne sera plus président demain ou bien une décision viendra d'ailleurs, va nous dire que non, que le président de la fédération aussi va... Écoutez, si aujourd'hui on saute Hervé, ce qui veut dire qu'Akpovi est capable demain aussi de dire... Ils ont parlé de... Ils ont changé. Ils n'ont pas parlé de sauter. Voilà. Il est toujours là. Il est plus au secrétariat. Oui, mais il est toujours dans l'administration. Peut-être que Grégoire est dans le secret des dieux. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais la manière dont les choses sont faites, ce n'est pas dans l'art. Sincèrement, vous allez que Grégoire est un prophète. vous allez constater que cette décision, moi je le dis, cette décision ne vient pas de la fédération, c'est une décision venue d'ailleurs. Décision venue d'ailleurs. En tout cas, le débat se poursuit. On verra. Est-il dit que c'est un journaliste qui part et c'est un journaliste qui arrive? Voilà. Là, vous savez, les institutions, c'est toujours comme ça. Il y avait eu le président Roch Singbe, aujourd'hui, il n'est plus là-bas. Oui. Il y avait eu également Tata Blessi, Gabriel Ameri, ils ne sont plus là-bas. Moi, je dis que les institutions, les gens passent. Oui, mais les institutions restent. Donc, de toutes les façons, c'est toujours comme ça. Je pense tout simplement qu'on dira donc à notre doyen, bonne chance. Le patriarche. Oui. Bonne chance. Bonne chance. Aussi, il faut également noter que Hervé Agboda n'est pas totalement parti. Non, il est là. Il occupe toujours le poste juridique. Voilà, il est le responsable juridique de la Fédération togolaise de football et assistant du secrétaire général. Voilà. Quand il retrouve ses postes, ça, il va toujours continuer par travailler. Et le Mana Palanga va s'appuyer sur lui pour la suite. Voilà, il n'y a rien à dire. Tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà. Merci à vous, Franco Okoti. C'est un plaisir. Merci, Grégoire Attignon. Merci à tous les internautes. Je suis Latif Yoroma. On se prend rendez-vous forcément le mercredi prochain. N'oubliez pas le Mag des Sports de vendredi à 10h. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 20000.